Mesdames et messieurs, je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau webinaire organisé par Territoire et Conscience. Territoire et Conscience, c'est un think tank créé en 2018 à l'initiative du notariat. Pourquoi un think tank sur le territoire? Parce que les notaires de France, quotidiennement, naturellement, s'occupent de nos territoires. Ils sont aux côtés de nos élus et d'un certain nombre de professionnels au cœur des territoires avec 17 000 notaires et 80 000 collaborateurs dans tous les offices de France où nous recevons chaque année plus de 20 millions de nos concitoyens. Et puis les notaires réfléchissent et proposent des solutions, particulièrement lors des congrès organisés chaque année par la profession. Nous venons de clôturer tout récemment, au mois de septembre, le 119e congrès des notaires de France à Deauville, dont le sujet était le logement. Mais auparavant, en 2018, pour ne citer que les plus récents, le sujet traité par l'équipe du 114e Congrès des notaires de France était Demain le territoire, et des propositions ont été faites à propos de l'agriculture, de la forêt, la ville et de l'énergie. En 2019, le 115e Congrès s'est tenu à Bruxelles et a abordé les questions de l'application du droit international. En 2020, l'équipe du 116e a choisi d'aborder la protection des vulnérables, des proches, du logement, de l'habitat et du cadre de vie. Le 117e, en 2021, a choisi de présenter un autre sujet d'actualité, le numérique, l'homme et le droit. Car enfin, comment aborder aujourd'hui la question des territoires sans parler de numérique? En 2022, le thème portait sur l'ingénierie notariale afin d'anticiper, de conseiller et de pacifier pour une société harmonieuse. Sur les traces des propositions de ces congrès, Territoire et Conscience a pu présenter plusieurs colloques ou webinaires. Nous avons pu ainsi traiter de l'agriculture urbaine, de la revitalisation des centres-bourgs et des cœurs de ville, des territoires et des personnes d'ici et d'ailleurs pour aborder les questions des flux migratoires et les confrontations des lois nationales avec la situation de chacun. Nous avons traité de la place de l'immobilier commercial à l'heure de la sobriété foncière, question cruciale aujourd'hui, où nous devons faire des choix sur l'avenir des espaces à urbaniser à l'heure de l'intelligence écologique, du ZAN, des réhabilitations et des friches industrielles et commerciales. Nous avons évoqué l'exode rural comme mythe ou réalité, qui et combien sont-ils à quitter les métropoles pour s'établir dans nos villes et nos campagnes? Comment et pourquoi? Et puis, nous avons abordé la question de la transition énergétique. Et puis le travail, le télétravail, comme révolution dans peut-être l'immobilier et notre société. Et notre dernier webinaire, traitant des outils et méthodes pour rafraîchir nos villes de demain, c'est un sujet brûlant, si j'ose dire, au terme duquel nous avons pu mettre en avant notamment tout l'intérêt et l'obligation réelle environnementale en milieu urbain. Vous pouvez retrouver les synthèses de ces travaux sur notre site et sur notre page LinkedIn. Vous le voyez, les participants de nos colloques sont les notaires, bien sûr, mais aussi des universitaires, des architectes, des responsables politiques qui réfléchissent, partagent et proposent sur des questions très actuelles. Et le webinaire d'aujourd'hui fera de même. Je tiens à remercier tout particulièrement le groupe Monacier qui a mis à notre disposition sa plateforme digitale. Merci également à notre délégué général, Émard Germet, au cabinet A associé qui suit toute la mise en place de nos manifestations et leur communication. Le sujet que nous avons donc choisi d'évoquer aujourd'hui va se tourner vers une question toujours d'actualité, la forêt française. Comment mieux l'exploiter, la préserver et la transmettre? Nous serons accompagnés par plusieurs intervenants, des notaires, des élus et des professionnels, tous experts du sujet. Avant de laisser la parole, je voudrais citer deux ouvrages. Tout d'abord, La vie secrète des arbres, de Peter Wohlleben, paru en 2015. Après l'avoir lu, je ne suis plus entré dans une forêt sans imaginer l'intelligence des arbres. Et puis l'ouvrage très érudit de Louis Dredon, paru le mois dernier, intitulé Cessez le feu, traité de paix avec la nature. Notre forêt occupe pratiquement un tiers de notre territoire, avec 17 millions d'hectares. Elle est importante, mais fragile. À cause des maladies, des incendies, 32 000 hectares ont disparu en Gironde sous les flammes durant l'été 2022. Nous avons besoin de notre forêt pour l'exploiter, pour l'exploitation du bois notamment, comme matériau de construction, mais nous avons surtout besoin de notre forêt, nous avons besoin de nos arbres pour notre survie. Je suis bien certain que nos intervenants vont nous en convaincre. En attendant, je laisse la parole à Émard Germet, qui va donc présenter plus en détail le thème d'aujourd'hui et nos interlocuteurs. Merci.
Merci Philippe. Et alors, bonjour à toutes et à tous. Je passe tout de suite la parole, moi je la repasse à Maître Emmanuel Clerget, qui est notaire à la Charité-sur-Loire et qui a été le président justement du 114e congrès des notaires de France consacré au territoire et qui va lui introduire le sujet d'aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. C'est effectivement avec beaucoup de plaisir que nous vous proposons ce thème de la protection, de l'exploitation et de la transmission de la forêt, confrontée, comme l'ensemble des activités de la planète, au phénomène du réchauffement climatique. Ce thème, nous l'avions traité lors des travaux du 114e congrès des notaires de France que j'avais présidé, et c'est à Antoine Jans qui conclura ce webinaire ce matin qu'était revenue la rédaction de cette partie de notre rapport. Ce thème de la forêt s'inscrivait dans le cadre plus élargi du territoire, car en effet, exploiter une forêt, c'est avoir pleinement conscience des limites physiques de notre territoire et de l'obligation de concilier sur celui-ci divers usages, agriculture, infrastructures routières, urbanisation, forêt. Cet espace dédié à la forêt, aujourd'hui 30% de notre territoire, ne pourra plus s'étendre et oblige donc à optimiser l'existant. Un espace contraint et en même temps une demande croissante de production de bois. En effet, outre ses vertus écologiques et environnementales, par ses effets conjoints de captation du CO2 et de contribution à la biodiversité, la production de bois est impérative pour satisfaire les marchés de bois matériaux et de bois biomasse. L'augmentation de la production de la récolte de produits forestiers adaptés à ces marchés s'impose donc. Mais elle doit se faire dans le cadre d'une gestion durable, assurant le renouvellement de la forêt pour les générations futures et toujours plus respectueuse des fonctions environnementales et sociales. Le réchauffement climatique vient compliquer ces exigences. Ces défis sont donc immenses et s'articulent, comme souvent, autour de deux axes, la propriété et la gestion de la forêt. Cher Aymar, je te laisse présenter nos intervenants que nous avons hâte d'écouter avec vous tous, sans peur du grand méchant loup. Allons 1 heure durant nous promener dans les bois. Merci, merci Emmanuel pour cette introduction. Nous avons effectivement un plateau de choix aujourd'hui avec des intervenants qui sont experts de ce sujet, qui sont, vous le verrez, extrêmement complémentaires. Juste avant de démarrer, je voulais juste vous signaler, enfin ceux qui nous ont rejoints pour assister à ce webinaire, que bien évidemment, vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. Cela se fera donc à la fin, c'est-à-dire après les différentes interventions. Vous pouvez saisir au fil de l'eau vos questions sur l'interface de GoToWebinar et je relayerai aux différents intervenants vos questions. Ça peut être des questions pour un intervenant ciblé. À ce moment-là, vous l'indiquez s'il vous plaît dans votre question. Ou ça peut être bien sûr des questions adressées à l'ensemble des intervenants d'aujourd'hui. J'ai le plaisir de vous présenter notre première intervenante qui s'appelle Nathalie Bredat. Nathalie Bredat, vous êtes directrice de recherche à l'INRAE Grand Est Nancy. C'est au sein de l'UMR Silva, cette unité qui est rattachée au laboratoire d'excellence Arbres de Nancy. Vous êtes ingénieur forestier de l'École des Beaux-Arts et vous êtes titulaire d'un doctorat de biologie forestière. Vous avez animé puis dirigé pendant 10 ans le métaprogramme Adaptation de la forêt de l'agriculture au changement climatique à l'INRA et vous avez participé à plusieurs prospectives justement sur cette question de l'adaptation de la forêt au changement climatique, le stockage de carbone de la forêt et les risques multiples en forêt. Vous avez contribué à la rédaction de 2 éditions d'un guide de gestion de crise sylvo-sanitaire en forêt avec l'ONF, le département de la santé des forêts et le RMT à force. Et vous êtes experte sur la quantification de la sécheresse et de ses impacts en forêt. Vous avez d'ailleurs conçu un modèle de bilan hydrique forestier qui est aujourd'hui mis à disposition de l'ensemble des gestionnaires, notamment de l'ONF et du CNPF, des enseignants et des chercheurs, au travers d'un site web dédié qui s'appelle Biljou. Et notamment, on va s'occuper de ce bijou français qui est la forêt. Et on va vous passer la parole, Nathalie, pour tout simplement nous expliquer très concrètement
les impacts de ce changement climatique sur la forêt française. Merci, bonjour à tous. Il faudrait me donner les droits pour que je puisse partager mon écran, s'il vous plaît. Très bien. Donc, bonjour à tous. Vous avez introduit votre webinaire ce matin en parlant de contexte de réchauffement climatique et nous allons voir quels sont les impacts déjà observés, déjà analysés et les différentes stratégies d'adaptation qu'on peut proposer. Alors, vous parlez de réchauffement climatique. Moi, je parle plus régulièrement de changements globaux parce que, au-delà des évolutions strictement des facteurs du climat, les chaleurs extrêmes, les précipitations, les sécheresses, tout ça créant des contextes, vous l'avez rappelé, favorables aux incendies, il faut garder à l'esprit aussi que les concentrations au CO2 de l'atmosphère augmentent. C'est d'ailleurs un des forçages du changement climatique. Les dépôts azotés se sont aussi augmentés. Et puis, il y a des changements qui sont liés aux actions des gestionnaires, au changement de pratiques qui peuvent contribuer à une exportation accrue de nutriments ou à une dégradation des sols. Et c'est tout cela ensemble qui va affecter et impacter la forêt. Et une partie de mon travail de recherche consiste justement à décomposer les contributions de chacun de ces facteurs à l'évolution des fonctions des forêts. Juste une diapo pour rappeler ce que les collègues climatologues projettent comme évolution des températures en France dans différents scénarios d'évolution des concentrations, on va dire, de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Dans les deux scénarios les plus étudiés actuellement, on obtiendrait une augmentation de 1 à 4 degrés selon les évolutions de ce contexte. Si on imagine un réchauffement de 4 degrés, c'est pas seulement l'évolution tendancielle qui nous préoccupe, mais c'est aussi le fait que la probabilité d'avoir un événement extrême tous les 10 ans est multipliée par 9 pour les canicules et par 4 pour les sécheresses. Et c'est particulièrement ces événements extrêmes qui vont être des chocs pour les écosystèmes forestiers contre lesquels l'action de l'homme va devoir se manifester pour aider à atténuer ces chocs. Autre chose, il n'y a pas seulement cette notion de réchauffement climatique un peu tendanciel qu'on voit toujours quand on parle de changement climatique. Ok, les températures vont augmenter selon différentes trajectoires. Mais il faut garder aussi en tête, et c'est ça qui est souvent le plus problématique, c'est l'augmentation des événements climatiques extrêmes, c'est-à-dire l'augmentation en fréquence des événements plus froids ou plus chauds, voire extrêmement plus froid, extrêmement plus chaud. Et même chose pour les pluies, avec des événements de pluie intenses qui pourraient être plus fréquents. Et le dernier aspect, c'est la variabilité saisonnière et interannuelle du climat qui donne un peu cette impression que finalement on est un peu perdu, on a l'impression qu'il n'y a plus de saison parce que cette variabilité intrasaisonnière qu'on connaissait avec des saisons très contrastées peut être certaines années modifiée. Alors, pour parler rapidement des impacts déjà visibles sur les forêts, j'ai besoin de faire un petit retour historique sur la crise de santé des forêts dans les années 80, où on a subi des premiers gros dépérissements des forêts qui, à l'époque, étaient attribués par certains à la pollution atmosphérique. Et déjà à cette époque, la presse annonçait la mort de la forêt à l'échelle européenne, aussi bien du côté français que du côté de l'Allemagne. Et à l'occasion de cette crise de dépérissement, eh bien, Michel Becker, un chercheur de mon unité de recherche qui aujourd'hui est retraité, a travaillé sur la croissance des arbres, en particulier du sapin dans les Vosges et dans le Jura. Pour cela, il a carotté un certain nombre d'arbres, c'est-à-dire qu'il a extrait un petit morceau de bois pour analyser les accroissements des arbres, et ceci en remontant dans le passé, puisqu'on peut ainsi faire parler les arbres de leur naissance jusqu'à la dernière année de formation du dernier anneau de croissance. Et en mesurant la largeur de ces anneaux de croissance, ce que Michel Becker a montré,
c'est que la sécheresse de 1976 avait provoqué une grosse réduction de croissance qui avait duré jusqu'à 6 années, mais avec une récupération de croissance pour les arbres survivants. Et il a retrouvé par le passé qu'en fait, chaque grande sécheresse intense dans les Vosges, avait provoqué ce même genre de réduction de croissance. Mais le résultat le plus original de ces recherches, c'est que il a aussi, alors qu'il étudiait une crise où on pensait que la forêt était en train de mourir, il a mis en évidence pour la première fois que la forêt n'avait jamais poussé aussi vite depuis un siècle, c'est-à-dire depuis 1850 jusqu'à 1950, la forêt poussait de plus en plus vite. Ce résultat a fait débat dans la communauté scientifique. Elle a été l'objet de nombreuses recherches qui ont confirmé cette tendance pour d'autres essences et partout en Europe. Ici, je montre un autre exemple sur l'épicéa à gauche ou sur le hêtre, toujours dans les Vosges, à droite. Suite à cette mise en évidence, on a eu beaucoup de travaux de recherche qui ont permis de réfléchir aux causes possibles et à essayer de hiérarchiser les facteurs qui ont provoqué finalement cette opportunité pour la forêt de pousser plus vite. Et donc, on a listé un certain nombre de facteurs. Le réchauffement, ça c'est un fait avéré, en particulier lorsque la température peut être limitante, et donc ça c'est le cas en moyenne montagne. L'augmentation de la photosynthèse, d'une part avec la température, mais aussi la concentration au CO2, puisque la photosynthèse consomme du CO2. Quand on booste le CO2, eh bien, on augmente la photosynthèse. Et les dépôts azotés fertilisants avaient aussi amélioré le processus de photosynthèse en augmentant la teneur en azote des feuilles. Des travaux plus récents, ici à l'échelle nationale, ont révélé que ces tendances finalement pouvaient s'inverser, et c'est des choses que l'inventaire forestier national a mis en évidence, en particulier d'abord pour les essences méditerranéennes, le chêne pubescent tout en haut à gauche, ou le pin d'Alep et le pin sylvestre en bas à droite, mais encore des essences comme l'épicéa qui continuaient à montrer une tendance d'augmentation de croissance. Pour les feuillus comme le chêne sicile ou le hêtre, on voyait des inflexions qui commençaient à se manifester. Tout récemment, l'inventaire forestier a présenté les croissances. Ici, j'ai pris l'exemple pour la région Grand Est entre 2006 et 2020. On constate que cet épicéa qui montrait des tendances encore positives il y a une dizaine d'années, eh bien, depuis 2006, cette tendance s'inverse et la croissance diminue. Dans les feuillus, on observe la même chose pour le hêtre, dont la croissance radiale s'écroule. Depuis fin 2018, on nous rapporte des crises sanitaires partout en France, sur beaucoup d'essences, et la presse s'est fait écho de ces dysfonctionnements. On a retrouvé des choses connues, par exemple des mortalités d'épicéa suite aux sécheresses avec l'intervention de bioagresseurs, des scolites, qui sont des agents qui précipitent la mortalité sur des arbres affaiblis par sécheresse. Mais on a aussi peut-être touché certains points qu'on appelle de basculement, c'est-à-dire des situations qui nous semblent, qui pourraient être irréversibles. Et tout ça dans un contexte de sécheresse extrême en 2018 qui s'est prolongée par des sécheresses en 2019-2020, donc une récurrence de sécheresse. Très récemment encore, l'inventaire forestier a publié les volumes d'arbres morts à l'hectare et montre que ce volume de bois mort augmente de manière drastique depuis 2015, avec plus de 77% d'augmentation par rapport à la période de référence 2005-2013. Et si je superpose sur cette courbe orange la surface de forêt française qui est soumise à sécheresse extrême, que j'ai calculée par modélisation de bilan hydrique avec l'outil qui vous a été présenté, qu'on a développé, eh bien, on constate que cette augmentation de mortalité coïncide à partir de l'année 2015 par une séquence d'années où la proportion de forêt française soumise à sécheresse extrême passe à plus de 60%.
Récemment encore, Le Monde a publié un article en début d'été qui signalait que finalement, le puits de carbone de la forêt française avait été divisé par 2 dans les 10 dernières années, ce qui correspond en fait à cette séquence où les sécheresses deviennent récurrentes et très sévères. Et donc, pourquoi la forêt puise moins de carbone? Oui, donc cet article était accompagné d'une carte qui montrait les régions où le puits de carbone diminuait, voire s'inversait, c'est-à-dire où les forêts, au lieu de puiser du CO2, en émettaient dans l'atmosphère. Et c'est le cas pour les régions Grand Est en particulier. Alors pourquoi ce puits de carbone diminue? Eh bien, premièrement, quand il y a sécheresse, l'arbre régule ses échanges d'eau avec l'atmosphère en fermant ses stomates. Et c'est malheureusement par ce même processus d'ouverture de stomates que le CO2 rentre pour la photosynthèse. Donc pour se protéger de la sécheresse, l'arbre économise l'eau, mais réduit aussi par le même orifice, on va dire, l'entrée de CO2. Donc la photosynthèse diminue et réduit donc le captage de CO2. Parallèlement, comme on a eu beaucoup de mortalité, on a déstocké des surfaces très importantes de forêt en récoltant des arbres morts ou très dépérissants. Donc j'en viens pour terminer sur 2 diapositives sur l'adaptation. Qu'est-ce que l'adaptation? L'idée c'est d'aider la forêt et l'ensemble du secteur forêt-bois en fait à faire des actions de manière à ce que cette forêt continue à stocker du CO2. Et pour ça, il faut qu'elle soit en relativement bonne santé, que les arbres soient vivants et qu'on ait des systèmes qui soient durables. Donc ici, une définition que j'apprécie de l'adaptation, c'est à la fois des actions et des processus parce que ce ne sont pas des coups de baguette magiques, c'est des choses à concevoir dans le long terme qui sont mises en œuvre par une organisation sociale. C'est bien l'homme qui va prendre des décisions pour adapter ces systèmes de façon à limiter les impacts négatifs du changement climatique et éventuellement maximiser certaines opportunités qu'on peut encore avoir dans certains territoires. Alors je parle souvent d'adaptation avec un S ou de forme d'adaptation parce qu'en fonction de l'ampleur de l'intensité du changement climatique, qui va être différent en France selon les territoires, et la vision projetée à court, moyen ou long terme à laquelle on s'intéresse, on va avoir une adaptation que j'appelle incrémentielle qui va surtout consister à faire face aux situations qui se présentent. C'est une adaptation que j'appelle réactive. Une adaptation systémique qui va consister à moyen terme à essayer de maintenir l'ensemble des fonctions qu'on connaît de nos écosystèmes forestiers en ajustant le système. Et une troisième adaptation qui est ce qu'on appelle l'adaptation transformationnelle, qui consiste à transformer les systèmes et qui va nécessiter une anticipation et donc une adaptation beaucoup plus planifiée, qui va aussi induire des situations de rupture, par exemple, où on va abandonner certains services qui ne seront plus possibles dans certains contextes climatiques. Et donc, dans ces situations de rupture, évidemment, les besoins en recherche et innovation vont croissant vers cette adaptation transformante. Pour être plus concrète, je vous illustre quelques actions, quelques verbes d'action, parce que l'adaptation est aussi quelque chose que je vois comme étant quelque chose d'enthousiasmant parce qu'il faut prendre part et agir et non pas subir ce qui se passe autour de nous dans nos forêts. L'adaptation justement incrémentielle consiste à faire face donc à gérer les crises, récolter les arbres morts, surveiller l'évolution de la santé des forêts. L'adaptation systémique consiste à ajuster les systèmes, peut-être en les diversifiant de manière un peu différente, en mélangeant, pas nécessairement des essences, mais aussi des provenances plus résistantes à la sécheresse. On peut réfléchir aussi à assurer les forêts face aux risques climatiques, imaginer des sylvicultures plus économes en eau, expérimenter, amender certains systèmes qui seraient un peu limites en alimentation nutritionnelle. Et pour l'adaptation transformante, eh bien, il faut commencer à se préparer à abandonner certaines forêts, à abandonner certains services dans les forêts. Par exemple, j'entends et je travaille avec des forêts dans lesquelles le service de production est aujourd'hui abandonné.
Ce qui veut dire aussi qu'on n'aura peut-être plus partout des forêts multifonctionnelles et qu'il va peut-être falloir réfléchir à spécialiser certaines forêts dans certains services. Imaginer des modèles économiques différents parce que si la forêt ne rapporte plus de bois parce qu'elle ne produit plus de bois, il va falloir imaginer comment on finance les autres services rendus. Lever des freins à l'adaptation qui sont très souvent des freins réglementaires, donc il faut adapter aussi les politiques publiques et je travaille avec les ministères sur ces sujets-là. Introduire, migrer, relocaliser les forêts sur les meilleurs sols par exemple. Je termine là-dessus, j'espère que ces différentes idées susciteront des échanges avec vous. Je vous remercie. Merci beaucoup Nathalie pour ces éléments très intéressants qui permettent évidemment de poser bien le sujet du jour. Je vais maintenant passer la parole à Antoine Damécourt. Antoine Damécourt, vous êtes élu local, vous êtes maire depuis 2001 d'une commune située à côté de Sablé-sur-Sarthe qui s'appelle Avoise. Vous êtes également conseiller régional de Pays de la Loire, vous êtes conseiller au Conseil économique, social et environnemental. Et puis, vous êtes évidemment très investi sur les sujets agricoles et forestiers. Vous avez vous-même, vous êtes installé sur une exploitation agricole dans la Sarthe, une exploitation polyculture et élevage. Et vous êtes très impliqué, bien sûr, sur les questions forestières, puisque vous êtes administrateur depuis 1988 du syndicat des propriétaires forestiers de la Sarthe. Vous êtes administrateur d'une coopérative forestière vous-même. Vous avez fondé et vous gérez une scierie mobile. Vous êtes également cofondateur d'une société spécialisée en valorisation des bois. Vous avez été président du CETEF de 2000 à 2010, président du CRPF Pays de la Loire, puis de Bretagne. Et vous êtes surtout le président de France Silva, qui est la Fédération des forestiers privés de France, depuis 2014. Donc, vous êtes très bien placé pour nous expliquer comment les forestiers réagissent à ces impacts du changement climatique et comment, à la fois, vous pouvez intervenir sur l'adaptation de la forêt, mais peut-être aussi comment la forêt elle-même, vous l'avez observé, s'adapte. Je vous passe la parole. Par contre, votre micro est fermé. Merci beaucoup. J'espère que ça va passer. Parce que moi, On vous entend, on vous entend. Je suis en plein cœur de Paris, mais j'ai des problèmes de réseau. Je n'ai pas tout entendu, mais ce n'est pas très grave. La présentation, je la connais. Voilà. Merci en tout cas de m'avoir invité. Donc cette forêt, évidemment, nous, les sylviculteurs, on vit du travail des générations précédentes et on travaille pour les générations futures. Donc ça, je crois qu'il n'y a pas d'autres métiers comme ça. Enfin, j'en ai pas trouvé en tout cas. Et c'est ce qui fait le charme, mais à la fois la difficulté. Donc, cette forêt, vous l'avez dit, hein, elle est multifonctionnelle. Et donc, elle est économique, sociale et environnementale. C'est les trois piliers. Donc, pour revenir un petit peu en arrière, donc la forêt en France, c'est un tiers du territoire national, avec 75% de forêts privées et 25% de forêts publiques, donc domaniales et forêts des collectivités. Et la forêt privée que je représente, c'est 3 500 000 familles de propriétaires, c'est assez énorme, et avec 2 200 000 qui ont moins d'1 hectare. Donc, vous voyez la façon très disséminée. Pourquoi on en est là? La forêt, avant l'arrivée des énergies fossiles, c'était l'énergie, c'était le début de l'industrialisation, c'est-à-dire que les grandes forêts privées, c'était les verreries, les fonderies, les briqueteries. Et puis ces multiples petites forêts, eh ben, elles alimentaient les villages, les hameaux, les exploitations agricoles. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de propriétaires. Et c'est vrai que l'arrivée des énergies fossiles a fait que, j'aime le raconter, mais dans les années 60, on avait même dans des fermes en plein milieu de la campagne, la cuisinière était une cuisinière à mazout. Et on avait un bidon de fioul à côté de la cuisinière dans la cuisine. On n'imagine pas aujourd'hui quelqu'un mettre un bidon de fioul dans sa cuisine. C'est pour remettre l'évolution. Voilà. Et aujourd'hui, on se rend compte que cette forêt, elle doit reproduire, donc, en partie économique, des bois dont on a besoin, parce qu'il y a un grand engouement pour la maison bois. On fixe le carbone en construisant ou en utilisant du bois. Et puis le bois énergie, à ces périodes d'autonomie énergétique, le bois énergie, il faut absolument le relancer. Et donc, il ne faut pas dire que le bois énergie. Et on l'a vu parce que l'ADEME en ce moment d'ailleurs fait des publicités
sur les radios publiques sur le bienfait du bois énergie. Donc, si on veut relancer un peu cette gestion de la petite propriété forestière et même la valorisation de la plus grande propriété forestière, il faut absolument bien développer ce bois énergie qui est la base, en fait, parce qu'on ne produit pas des tubes. J'aime à dire que le bois énergie est au bois d'œuvre, ce que l'épluchure est à la pomme de terre. On ne cultive pas des pommes de terre pour faire des épluchures, mais on ne sait pas faire des pommes de terre sans épluchures. Voilà, donc ça, c'est très important sur la partie économique. Et alors, on a la chance en France d'avoir 136 essences forestières, alors que l'Allemagne n'en aurait que 20. Et ça, c'est une grande force dans le cadre du réchauffement climatique que Nathalie nous a décrit et les incidences du réchauffement climatique. Parce que nous, les forestiers, on l'a observé depuis très longtemps, hein, ce réchauffement. On n'est pas climato-sceptique, ce changement du climat. Donc, ces 136 essences forestières, il faut absolument qu'on arrive à les utiliser parce que la diversité des peuplements nous permettra probablement de passer les coups de boutoir et on aura une diversité des peuplements, on conservera cette diversité des peuplements que si on a une diversité des usages. Or, en parallèle, sur la partie économique, on est passé des années 50 où vous aviez une scierie par massif forestier parce qu'on ne savait pas transporter des grumes de bois, des billes. Donc, la scierie, elle était au cœur de la forêt et elle sciait tout ce que la forêt produisait. Aujourd'hui, on a eu une industrialisation qui est bien, on a des magnifiques entreprises de transformation du bois, mais ce qui fait qu'elles ne sont plus au cœur des forêts et aujourd'hui, elles sont concentrées sur quelques essences, mais il y a plein d'essences aujourd'hui qu'on ne valorise pas. Et si on veut garder cette diversité, il faut absolument qu'on trouve des utilisations, que le consommateur se réintéresse à tous ces bois, que les scieurs se réintéressent à tous ces bois. Donc, c'est un des grands enjeux qu'on doit étudier pour l'avenir. Ça, c'est pour la partie économique. La partie sociale et sociétale, eh bien, évidemment, elle n'est pas bien commun, elle est d'intérêt général. Elle n'est pas bien commun parce qu'elle est privée, même les forêts des collectivités, c'est le bien privé des communes, le bien privé des conseils départementaux, le domanial. Donc voilà, et donc la forêt, elle est privée, elle n'est pas bien commun, mais elle est d'intérêt général, c'est-à-dire qu'on l'a dit, elle fixe le carbone, elle purifie les eaux, hein, les eaux forestières, les zones de captage forestière produisent des eaux moins polluées que des zones qui sont plus agricoles. Elle structure les paysages, elle empêche l'assèchement des sols. Et voilà. Mais il ne faut pas opposer les sylvicultures, c'est-à-dire que il y en a qui prônent la forêt à couvert continu. C'est une bonne chose, ça existe et c'est une gestion particulière, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut dire qu'il ne faut plus de coupe rase. La coupe rase, c'est aussi un mode de gestion quand on a un peuplement régulier qui a été géré pendant 2 ou 3 générations. Pour arriver à la coupe rase, c'est difficile de dire du jour au lendemain, on ne fera pas cette coupe parce qu'elle ne nous plaît pas. Et c'est souvent d'ailleurs des problèmes de paysage quand on n'accepte pas la coupe. Alors c'est aussi parce que de plus en plus, on est dans un monde plus de citadins, c'est-à-dire que les gens ne comprennent plus qu'on puisse couper un arbre si ce n'est pas nous qui l'avons planté, ne comprennent plus qu'on puisse changer le paysage qui est devant chez eux, etc. Donc tout ça, c'est le rôle des forestiers que de l'expliquer, d'expliquer que là on nous dit que la forêt, si on fait des jeunes plantations, ça ne fixe pas de part carbone parce que les 10-15 premières années, les arbres ne fixent pas de carbone. Mais si on ne plante pas de jeunes arbres aujourd'hui, on ne fixera pas de carbone demain. Donc, il faut absolument ne rien faire aujourd'hui en se disant il y a le réchauffement, il y a des dépérissements et il ne faut rien faire, il faut laisser tout ça. Ce serait une grosse erreur. Le ne rien faire. Alors, il y a peut-être des choses qu'on va faire qui ne vont pas correspondre à ce qu'on attendait, mais en tout cas, il faut faire plein de choses différentes pour voir et pour arriver à s'adapter. Encore une fois, je le dis, ce qu'on fait, c'est sur plusieurs générations. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, celui qui le fait n'en verra pas forcément le résultat. Et puis, la partie environnementale, 80% de la biodiversité terrestre est en forêt. Donc, aujourd'hui, il y a assez peu de pertes de biodiversité en forêt, et en particulier la LPO, au niveau des oiseaux, dit bien que les espèces forestières ont assez peu disparu. Donc, il faut par contre faire très attention. Et les propriétaires forestiers, je dis souvent qu'ils font de la biodiversité sans le savoir, comme M. Jourdain faisait de la prose, c'est-à-dire que c'est plus par de la formation, leur faire prendre conscience, parce que souvent un petit propriétaire se dit mais moi je fais une coupe, il faut que ce soit propre derrière, je veux pas que ce soit
Voilà, mais on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et le propre, ce n'est pas forcément ce qu'il faut attendre. C'est-à-dire qu'un arbre sec au milieu d'une parcelle qui est plein de trous de pique, etc., le couper pour faire du bois de chauffage, on ne le mettra même pas dans la cheminée parce qu'il est complètement pourri. Et donc, il faut le laisser parce que c'est un cortège de biodiversité. Et ça, on a créé au niveau du CNTF-IDF l'indice de biodiversité potentielle. Et quand le propriétaire a compris que dans sa forêt, il était producteur de biodiversité, et bien finalement, il devient passionné par la biodiversité, ce qui n'empêche pas d'être passionné par une production de bois, et de bois d'œuvre ou de bois de chauffage. Donc voilà, ces 3 points sont très importants. Et donc là, en ce moment, la Première ministre et le ministre de l'Agriculture a annoncé encore avant-hier un plan qui a été travaillé par un groupe de travail national sur la mobilisation de la petite propriété forestière et qui soi-disant serait gérée. En fait, on ne sait pas. Il y a plein de petites propriétés qui sont gérées et avec des propriétaires qui sont très attentifs et qui se transmettent la petite parcelle forestière. Mais en fait, on ne les connaît pas. Et là, je pense que les notaires, c'est un grand sujet. C'est qu'aujourd'hui, on a un vrai problème sur le cadastre. Le cadastre ne nous permet pas de connaître les propriétaires, de savoir où ils sont. Donc, c'est ce qu'on a dit au ministre de l'Agriculture et à la Première ministre, c'est qu'il faut absolument qu'on arrive à des solutions pour avoir un cadastre qui soit plus facile à utiliser, en tout cas sur ces petites parcelles. Mais je sais que vous, les notaires, c'est un de vos sujets importants. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai dépassé les 10 minutes, mais en tout cas, cette forêt, elle n'a que des belles histoires à raconter. Et il faut absolument que c'est d'intérêt général. Aller dans le même sens. Les problèmes sanitaires, c'est la calarose sur le frêne, c'est la bande rouge sur le pin laricio, c'est l'encre sur le châtaignier, c'est les scolites sur les résineux. Donc, ce qu'il faut qu'ils mettent. Mais les propriétaires forestiers sont tellement passionnés qu'ils vont faire des essais, il y aura probablement des échecs dans les essais qu'on va faire, mais c'est ce qui nous fera passer plus loin pour transmettre aux générations futures des forêts qui jouent ces 3 rôles économique, social et environnemental. Merci. Je ne sais pas si vous m'avez entendu, s'il y avait des coupures. Merci pour votre intervention. Alors, vous avez été un petit peu coupé de temps en temps, mais très légèrement, un peu haché. Mais je pense que, pour l'essentiel, on vous a entendu, on a entendu vos propos et on vous remercie beaucoup. Alors, si j'avais été dans la Sarthe, ce serait passé bien mieux sur mon canal. Peut-être beaucoup mieux, oui. Merci encore pour vos propos, Antoine. Je vais maintenant passer la parole à Emmanuel Thienot. Emmanuel Thienot, vous êtes notaire, associé au sein de l'Office Thienot et Associés, qui exerce depuis un petit bout de temps son activité, puisque votre famille est implantée à Reims et l'étude a été créée en 1883. Vous êtes également membre fondateur du groupe Monassier, dont je rappelle le groupe a la gentillesse de nous mettre à disposition cette plateforme depuis l'origine. À chaque webinaire, on a la chance de bénéficier de l'appui de Monassier. Donc, j'en profite pour le remercier à nouveau. Le groupe Monassier étant le premier réseau notarial de France. Vous êtes chargé d'enseignement à l'Université de Reims, Champagne-Ardenne en gestion de patrimoine. Vous intervenez en tant que consultant occasionnel auprès du syndicat départemental de la propriété privée rurale, de l'association des sociétés et groupements fonciers et forestiers. Et vous avez développer une réelle expertise dans le droit de la forêt et vous accompagnez de nombreux clients qui sont des institutionnels ou des particuliers qui justement ont fait le choix d'investir dans la forêt. Donc vous êtes particulièrement bien placé pour nous expliquer justement sur ces questions de propriété, de transmission, mais également les contraintes que vous, en tant que notaire, vous avez pu identifier sur le plan à la fois réglementaire ou fiscal. Peut-être et certainement avez-vous des propositions à faire justement pour accompagner ce qui a été évoqué par Antoine Damécourt, c'est-à-dire accompagner les gens et les propriétaires qui exploitent la forêt française. À vous la parole. Merci de cette présentation et introduction. Et je vais essayer en effet de le faire sur ce bref délai qui m'était accordé en rappelant et en renvoyant évidemment aux travaux qui ont été réalisés par les membres du Congrès des notaires de 2018 qui a fait à cette époque un nombre de propositions
important et qui aujourd'hui ne sera qu'une reprise en quelque sorte de ces travaux de l'époque qui n'ont pas encore été suivis des faits, tant le chantier est important. Avec ces 17 millions d'hectares, la forêt française représente aujourd'hui, on l'a dit, un tiers du territoire métropolitain. Elle constitue donc un atout face aux défis écologiques, sociaux et économiques de demain, à la fois en permettant une absorption des émissions de gaz carbonique du pays, en constituant une réserve pour la biodiversité animale et végétale, en offrant un nombre d'emplois importants, notamment dans la filière bois-matériaux, dont il faut encourager la transformation en France, et en offrant un autre mode d'énergie, la biomasse. Évidemment, ce bois-énergie sera insuffisant pour fournir la totalité de l'énergie nécessaire aux économies contemporaines. Mais elle constitue aujourd'hui, une fois encore, la première énergie renouvelable dans le monde, en représentant près de 10% de l'énergie mondiale consommée. L'enjeu est important. Et la forêt mondiale a vu sa taille diminuer, mais on constate une réelle prise de conscience de cette nécessité de protéger ce capital vert. Les débats d'aujourd'hui, l'organisation de travaux comme aujourd'hui en témoignent. Et on voit en France que le territoire forestier français, qui a été réglementé déjà depuis 2 siècles, a presque doublé, en passant de 9 millions d'hectares en 1840 contre 17 millions d'hectares en 2021. Toutefois, l'exploitation de la forêt doit encore se développer, puisqu'aujourd'hui, on constate qu'il y a à peine la moitié du capital forestier qui serait exploité. Donc, il vient d'être exposé que certains propriétaires, en effet, géraient bien leur forêt. Cela, il faut le souligner, il faut être un peu positif, mais on voit aussi beaucoup de forêts qui sont à l'abandon et qui ne sont pas bénéfiques pour les défis écologiques, socio-économiques auxquels on doit faire face. Les difficultés actuelles de la forêt sont essentiellement dues à cette sous-exploitation. Il y a aussi des raisons environnementales, de sécheresse, comme on l'a exposé sur le plan technique l'un des intervenants de ce jour. Mais la sous-exploitation, comment on l'explique? Eh bien, elle serait principalement liée au morcellement de la forêt française. Cette forêt, donc un territoire de 17 millions d'hectares, est réparti pour 75% à des privés, 16% à des collectivités, 9% à l'État. Donc la majeure partie du territoire appartient à des privés et à 3 500 000 privés. Donc il y a un morcellement important. Et c'est dans ce contexte que les pouvoirs publics ont conscience que la forêt française constitue un atout pour le réchauffement climatique, dans le contexte actuel de réchauffement climatique. Et à ce titre, ils ont souhaité donner des outils pour mieux exploiter la forêt, avec toujours un souci de gestion durable et de préservation de cette forêt. Ces outils tiennent principalement au regroupement de la propriété forestière et l'autre outil à des incitations fiscales. Il y en a d'autres, mais c'est ceux que je connais principalement en tant que notaire. Sur le regroupement de la propriété forestière, on peut considérer qu'il s'agit d'un outil pour mieux exploiter la forêt. En effet, on aura, avec une forêt d'une taille plus importante, plus de moyens pour bien l'exploiter. Pour y parvenir, eh bien, il y a le recours aux sociétés, évidemment, qui a eu un regain sur les dernières années, et également la mise en place de droits de priorité en cas de vente. Ces deux outils contribuent au maintien, voire à l'accroissement de la taille des propriétés forestières. Donc, les sociétés forestières, elles sont principalement de 2 sortes. Il y a les sociétés qu'on peut dire familiales, qui sont constituées pour éviter des partages successoraux et faciliter la gestion au sein des familles, et ainsi limiter l'aggravation du morcellement forestier. L'autre sorte, on peut résumer, même s'il y en a 2 formes principales, sont les sociétés qui font appel public à l'épargne. Donc, sur les sociétés familiales, il a été créé une forme spécifique aux forêts qui s'appelle le groupement forestier, qui est donc une société civile dont l'objet est défini par la loi. Le groupement forestier, lui, ne peut détenir que des parcelles boisées ou des terrains boisés et accessoirement
des dépendances inséparables de ces bois et forêts. Parmi les règles spécifiques du groupement forestier en faveur du non-morcellement, eh bien, il y a les modalités de retrait qui ne sont pas identiques aux autres sociétés civiles. Si elles ne sont pas fixées dans les statuts, le retrait des associés n'est possible qu'à l'unanimité, qu'avec une décision unanime des associés. Donc cette règle permet évidemment de contenir le morcellement forestier puisque un associé ne peut pas décider de se retirer de la société et se voir attribuer ainsi une partie de forêt. L'ensemble reste maintenu au sein du groupement forestier. Parmi les sociétés faisant appel public à l'épargne, on en connaît deux, la société d'épargne forestière et le groupement forestier d'investissement. Cette dernière forme de société a été créée assez récemment et surtout attendait des décrets d'application qui sont parus depuis et se développe fortement depuis 4 ans. Ces formes de société eh bien, ont un modèle calqué sur celui des SCPI. Elles permettent d'ouvrir l'investissement forestier au public et donnent ainsi les moyens à des professionnels d'apporter une bonne gestion à la forêt et de procéder au regroupement de la propriété. Ce sont des sociétés qui généralement ont soit leurs propres techniciens parmi les salariés, soit recours à des professionnels locaux. Certains intervenants pourraient en témoigner aujourd'hui. Voilà pour le premier outil mis en évidence. Deuxième, autre outil dans le regroupement de la propriété forestière, ce sont les droits de priorité. Ils sont nombreux et complexes à manier, de sorte que je ne vais pas rentrer dans le détail, mais simplement vous dire qu'aujourd'hui, une parcelle forestière, surtout quand elles sont de petite taille, peut faire l'objet de nombreux droits de priorité en faveur du voisin, de la commune, de l'État, du département, de la SAFER et même au-delà de l'indivisaire ou du fermier. Et là-dessus, la superposition de tous ces droits de priorité ne simplifie pas les ventes de parcelles de petite surface. Parmi les propositions donc, faites par le 114e Congrès des notaires, dont Maître Clerget et Maître Gans sont les dignes représentants aujourd'hui, eh bien, il a été fait la proposition que tous les droits de priorité qui répondraient à cette politique publique bien, soient regroupés finalement en un unique droit de priorité au profit d'un unique établissement qui serait chargé de mettre en œuvre cette politique par le biais d'acquisition-rétrocession, comme on le connaît dans le monde agricole avec les SAFER. En deuxième outil, donc là, permettant peut-être de préserver et transmettre la forêt, en tout cas de le favoriser, eh bien, ce sont les incitations fiscales qui sont ouvertes par la loi. Les revenus forestiers aujourd'hui sont faiblement taxés d'abord. Quand on perçoit des revenus de coupe, on n'a pas à les déclarer, on est soumis annuellement à un forfait forestier. Ensuite, la transmission des forêts ou des parts d'un groupement forestier bénéficie là aussi d'une fiscalité favorable. On parle du régime Monichon, offrant un abattement, une exonération partielle des 3/4 de la valeur du bien transmis, sous conditions, évidemment. Et ces conditions sont assez nobles puisque il s'agit principalement de respecter un engagement de gestion durable sur le long terme, sur 30 ans. Donc, concrètement, les pouvoirs publics interviennent pour vérifier que l'engagement correspond à la politique de gestion forestière actuelle. Et si c'est validé, ensuite, les repreneurs, les propriétaires, eux, prennent l'engagement de respecter les programmes de coupe qui ont été soumis à l'administration pour bénéficier de l'exonération partielle. On a également un impôt sur la fortune immobilière, l'ancien ISF, qui lui aussi bénéficie d'une exonération sur les biens forestiers, puisque là aussi on a à peu près sous les mêmes conditions une exonération des 3/4 de la valeur de ces biens. Enfin, parmi les incitations fiscales, il existe des crédits d'impôt qui autrefois aussi étaient sous la forme de réduction d'impôt, mais ça a été simplifié en début d'année.
c'est le dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement en forêt, ce qu'on appelle le DEFI. DEFI qui permet de bénéficier donc d'un crédit d'impôt plafonné à 12 500 € et correspondant à 25% de l'investissement réalisé dans la forêt. Ce dispositif avait été créé à la suite des tempêtes de 99 et 2020, initialement de façon temporaire pour faire face aux défis de reconstruction de ces forêts à la suite de ces tempêtes, mais finalement se pérennise, se proroge dans le temps, s'adapte un petit peu, et en particulier, il trouve aujourd'hui une nouvelle résonance avec la volonté du gouvernement de lutter contre le réchauffement climatique en vue de parvenir à une neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc cette lutte passera nécessairement par une optimisation de la gestion forestière en France, et principalement des petites surfaces, aujourd'hui délaissées par leurs propriétaires, pour partie, et non exploitées. La lutte contre le morcellement de la propriété française devient donc un enjeu primordial. Et je terminerai avec peut-être une ouverture sur l'international pour dire que les intérêts que présente la forêt, on l'a vu aujourd'hui, ne se limitent pas au territoire français. La politique française, en revanche, de gestion durable des forêts, semble avoir fait ses preuves et correspond à un modèle sur le plan européen. À ce titre, elle pourrait peut-être un peu mieux s'exporter, et à cet effet, des capitaux français pourraient être investis dans des forêts européennes qui bénéficieraient d'engagements de gestion durable comparables à celles appliquées en France. Et pour y parvenir, là aussi, il pourrait y avoir des incitations fiscales. Les avantages fiscaux liés à la forêt aujourd'hui en France pourraient être étendus aux forêts européennes dès lors qu'elles présentent des garanties de gestion comparables. Merci. Merci Emmanuel pour votre intervention. Je vais maintenant passer la parole à Anne-Catherine Loisier. Anne-Catherine Loisier, vous êtes engagée dans la vie publique depuis quelques années, puisque en 1994, vous avez été élue la plus jeune conseillère générale de la Côte d'Or, sur le canton de Saulieu. En 2008, vous avez précisément été élue maire de Saulieu et présidente de la communauté de communes. Vous avez été réélue en 2014, jusqu'au moment où vous avez dû quitter ce mandat en raison de la loi empêchant le cumul, puisque vous êtes devenue sénatrice de la Côte d'Or. Vous êtes en parallèle gestionnaire de forêts privées. Donc, pour notre webinaire d'aujourd'hui, si je puis dire, vous jouez sur les deux tableaux, à la fois en tant que professionnel et en tant qu'élu. Vous avez, si je reviens au Sénat, vous avez été élu la première fois en 2014, vous avez été réélu en 2020. Vous êtes membre de la Commission des affaires économiques et également présidente du groupe d'études forêt et filière bois. Et vous êtes aujourd'hui secrétaire du Sénat, donc vous êtes effectivement tout à fait adapté pour balayer l'ensemble des sujets d'aujourd'hui et nous dire à la fois en tant que professionnel, mais aussi en tant que parlementaire, en réponse aux différents sujets posés à la fois par Antoine Demécourt, mais également par Emmanuel Thienot, comment vous, en tant que parlementaire, vous poussez ces enjeux pour la préservation de la forêt française. Bonjour à tous. D'abord, merci de votre invitation. Je suis ravie de pouvoir échanger avec vous tous et notamment avec les notaires, qui est une profession avec laquelle nous avons, je pense, toujours besoin d'échanger, et notamment donc sur ces sujets de foncier et de foncier forestier. Alors peut-être, moi ce que je vous proposerais, c'est quelques remarques pour rebondir sur les interventions de mes prédécesseurs et ne pas nous répéter. D'abord un petit commentaire sur la formulation en fait du sujet d'aujourd'hui, qui est comment mieux exploiter, préserver et transmettre la forêt française. Moi, je ne sais pas si c'est vraiment une question de mieux exploiter, et je pense qu'au travers des différents intervenants, on voit que c'est surtout une question d'adapter des pratiques, parce que nos forestiers français, comme tous ceux qui travaillent avec la nature, savent que leur métier évolue avec le temps, que la nature elle est jamais stable, que les marchés sont pas stables, et donc que la gestion forestière elle a beaucoup évolué au fil des années. Et en fait, elle est aujourd'hui soumise à
des impératifs et à une évolution qui est encore plus rapide, je dirais, que par le passé, parce que, et Madame l'a bien exprimé dans son intervention, dans la première intervention, parce que on est soumis à des changements climatiques qui sont très importants et très rapides, avec la baisse de la pluviométrie, la hausse des températures, les sécheresses de plus en plus présentes et des événements extrêmes qui viennent donc bousculer, voire même porter des préjudices graves à la gestion forestière. Donc c'est plus dans la continuité du travail du forestier, mais dans un contexte d'accélération de ces changements. Second point, je voudrais d'abord dire aussi que la forêt française, bon, le prédécesseur l'a évoqué, elle connaît quand même, elle vit quand même selon une gestion forestière assez exemplaire, puisque nous avons un code forestier, ce qui n'est pas le cas chez tous nos voisins, et que ce code forestier permet depuis déjà plusieurs décennies d'encadrer la forêt, qu'il s'agisse de la forêt publique ou de la forêt privée. Et ça permet vraiment une cohérence, et que cette gestion, je dirais, coordonnée forêt publique, forêt privée, s'intensifie dans les dernières années avec des actions collectives au travers de toutes les stratégies locales de développement forestier, les plans de développement massif que connaît très bien Antoine Damicourt, voilà, qui nous ont permis, donc une fois encore, forêt publique, forêt privée, de nous organiser d'une manière plus cohérente et plus efficiente. Troisième point, je crois que ça a été évoqué aussi, mais il faut insister, la forêt s'est agrandie ces dernières années. Et donc la gestion forestière à la française, c'est une gestion multifonctionnelle, comme ça a été largement évoqué, mais qui ne consomme pas l'accroissement naturel de la forêt, même si avec les dépérissements massifs là qu'on connaît depuis 2018, c'est vrai que les récoltes se sont accentuées, mais néanmoins, on voit bien qu'on est dans une approche équilibrée de la forêt et de la collecte en forêt. Et je pense que ça, c'est essentiel à bien garder à l'esprit dans un contexte aujourd'hui sociétal où la forêt est devenue l'affaire de tous. La forêt, elle est très regardée, les forestiers sont très regardés, c'est le fameux sujet, j'aime pas forcément la formule, mais d'acceptabilité de la gestion forestière. Et donc il faut apprendre aussi pour nous forestiers à travailler peut-être plus largement, et c'est ce qu'on fait, c'est ce que font beaucoup d'acteurs avec les associations autour de la nature, toutes les associations écologistes. La forêt, ça a été aussi évoqué, c'est une solution à beaucoup de problèmes de société aujourd'hui, matériaux renouvelables, énergie renouvelable, puits de carbone, mais pas seulement, biodiversité, maintien d'une faune et d'une flore, filtration de l'air et de l'eau. Donc ça ne se résume pas au puits de carbone, et une forêt, ça n'est pas uniquement la comptabilité de la production forestière ou du puits de carbone. C'est tous ces éléments et tous ces apports en fait collectifs et à la société, et en tout cas aux problèmes de société qu'on voit évoluer aujourd'hui. D'un point de vue peut-être plus politique, les sujets législatifs et réglementaires ces dernières années, ils tournent, et ça révèle un peu les points de thématique et les accroches fortes, ils tournent autour de l'élaboration ou de la mise à jour d'un plan national forêt-bois avec des déclinaisons dans les régions. Donc on a aussi une adaptation de nos stratégies forestières en fonction des réalités nationales, enfin régionales. Donc il n'y a pas seulement une stratégie nationale, mais il y a aussi une adaptation à des réalités régionales, et ça c'est très très important. Au Parlement, on débat beaucoup aujourd'hui aussi de la stratégie nationale d'adaptation des forêts au changement climatique. En parallèle, au niveau européen et mondial, il y a toute une stratégie sur la lutte contre la déforestation. On réfléchit aussi beaucoup en matière de ce qu'on appelle DFCI, de défense des forêts contre les incendies. Et en cela, on peut avoir un sujet ensemble sur notamment les OLD, les obligations légales de débroussaillement. Et puis, on réfléchit aussi sur ce qui était largement évoqué par les précédents intervenants, sur la lutte contre le morcellement, puisque c'est une des caractéristiques de notre forêt française, c'est qu'elle est très morcelée. Alors là-dessus, moi, j'apporterais quand même un bémol, parce que je pense que ce modèle de forêt, alors je dirais pas de gestion, parce que le problème de ces petites parcelles, c'est que souvent elles ne sont pas gérées ou pas bien gérées,
Néanmoins, ça participe à un modèle français. Je dirais un peu en parallèle avec le modèle de l'exploitation familiale agricole, on a un modèle de forêt française avec des grandes forêts, avec des capacités effectivement de production importantes. Et puis, on a toutes ces plus petites forêts qui peuvent aussi apporter des compléments en termes de biodiversité. Donc, et là encore, je pense qu'il faut être très attentif à ce qu'on fait par rapport au regard du grand public et à l'acceptabilité. Je dis ça un peu pour rebondir sur ce que disait un précédent intervenant sur le fait qu'il faudrait intensifier en fait l'exploitation. Enfin voilà, je pense qu'il faut être très prudent. Et les forestiers le savent bien aujourd'hui, puisqu'il y a quand même beaucoup de tensions en matière de gestion et d'exploitation forestière avec la société civile. Voilà. Et enfin, pour conclure, les autres problématiques qui nous occupent aujourd'hui, c'est effectivement d'un point de vue, je dirais, plus financier, puisqu'on est aujourd'hui aussi à l'heure du PLF, c'est l'accompagnement des forestiers dans l'adaptation des forêts avec des financements au reboisement, des axes qui sont aujourd'hui bien identifiés autour de pratiques sylvicoles plus adaptées, par exemple moins de densité dans les forêts, des mélanges d'essences, mais aussi tout un soutien à l'aval, parce que c'est pas tout de produire du bois, mais encore faut-il le transformer et le valoriser si possible en France, donc avec un soutien de plus en plus important aux unités de transformation et avec la volonté de combler un peu nos manques et nos carences, parce que ces dernières années, la forêt a aussi subi le problème de désindustrialisation et on a eu beaucoup d'entreprises qui ont disparu. Donc, on a absolument besoin, pour renforcer aussi la filière, d'assurer les débouchés, si possible, en proximité. Donc, la forêt, pour conclure, et les forestiers aujourd'hui se structurent. Moi, je suis très attentive à cette cohérence entre les forestiers publics et forestiers privés. Je pense que c'est absolument essentiel et qu'on a encore beaucoup de travail à faire sur ce terrain. Je suis très attentive aussi à la multifonctionnalité et quand j'entendais votre intervenant dire qu'on pourrait revenir sur la multifonctionnalité, ça m'inquiète un petit peu parce que je pense que la forêt est toujours multifonctionnelle. Même si elle n'est pas forcément productive, elle va répondre aux besoins de ressourcement, aux besoins social. Elle va répondre aux besoins de biodiversité, aux besoins de filtration de l'eau et de l'air. Donc, elle est toujours en fait multifonctionnelle et c'est pas parce qu'elle perd une fonction qu'elle n'en est pas pour autant, n'a pas un intérêt divers et varié pour la société. De la même manière, sur le sujet de faire migrer les forêts sur des meilleurs sols, je pense que ça suscitera peut-être des débats, parce qu'on le sait, les forestiers le savent, les forêts ont déjà, initialement à l'origine, étaient implantées sur des sols pauvres. Et si on les fait migrer vers des meilleurs sols, dixit en fait avec la concurrence des terrains agricoles et avec le sujet aujourd'hui de souveraineté alimentaire. Donc c'est un vaste sujet, mais très intéressant sur lequel on peut échanger. Et enfin, autre élément, je voudrais dire que l'aspect aménité de la forêt est justement de plus en plus pris en compte et fort heureusement par les pouvoirs publics. C'est une lutte de longue date, je dirais, et aujourd'hui, la dotation globale de fonctionnement, notamment, intègre des paramètres d'aménité. Voilà. Et donc prend en compte pour les communes rurales le fait qu'elles comportent des espaces naturels, agricoles et forestiers. Et je pense que c'est un premier pas vers un autre élément de rémunération de la forêt qui ne sera pas uniquement la production de bois. Et on le voit aussi avec les crédits carbone, enfin voilà, tous ces dispositifs qui sont encore un peu complexes, mais qui se développent tout de même assez rapidement. Voilà en quelques mots les points que je voulais apporter en complément des précédents intervenants. Merci Madame la sénatrice pour ces propos. Je vous propose donc de passer à la session de questions-réponses. Je rappelle aux personnes qui nous suivent qu'ils ont la possibilité d'écrire leurs questions à travers l'interface GoToWebinar et que je relayerai bien évidemment leurs questions. Et je vais commencer déjà par les premières que j'ai en stock. Maître Emmanuel Thienot, vous avez dit que 50% du capital forestier ou de la forêt n'était pas exploité ou mal exploité. Alors, je voulais
la question était tout simplement de faire réagir les autres intervenants parce que ça représente évidemment la moitié de la forêt française, serait dans une situation de mal exploitation, si je puis dire. Comment réagissent les autres intervenants, et notamment Antoine Damécourt, à ces chiffres, enfin à ce niveau important? Ben, je ne sais pas d'où viennent ces chiffres, puisque je vous dis, avec le cadastre, ben alors, sauf de dire que toutes les propriétés de moins de 25 hectares ne sont pas gérées parce qu'elles n'ont pas d'obligation, de 20 hectares maintenant n'ont pas d'obligation d'avoir un document de gestion durable, mais ce n'est pas le cas, il y en a plein qui ont des documents de gestion durable. Après, je vous ai dit, il n'y a pas de monopole de la bonne gestion forestière. Qu'est-ce qu'on appelle gestion forestière ou pas? C'est-à-dire que vous en avez qui vont avoir une forêt très productive, et c'est beaucoup les forêts du Fonds forestier national, la suite du Fonds forestier national, qui a fait qu'on a des forêts qui sont vraiment des forêts de production, quoi. C'est comme une culture agricole avec des résineux. Si on prend le massif landais, qui est un massif assez artificiel, c'est vraiment des forêts de production. On ne se pose pas trop la question. Voilà, ça tourne. Dire qu'il y a tout ça pas géré, je ne suis pas sûr, en fait. Les chiffres, on ne sait pas, parce que la petite propriété, on ne sait pas à qui elle appartient. Moi, je donne souvent l'exemple de quelqu'un qui m'a interpellé dans un restaurant dans la Sarthe et qui me dit « Ah ben, je sais que vous êtes président de la forêt, j'ai hérité du bois de ma mère, elle s'en occupait bien, je veux bien m'en occuper aussi, alors il faudrait que vous me donniez des adresses. » Et je lui dis « Mais il est grand votre bois ?»« Ah oui, il est grand, il fait 8000 mètres carrés. » Donc voilà. Donc c'est très difficile, et ça on ne le sait pas, ceux qui gèrent ou ceux qui ne gèrent pas. Et puis la façon de gérer, les gens ont l'impression de gérer en ne coupant rien, d'autres ont l'impression de gérer en coupant tout. Voilà. Donc c'est difficile, mais les uns ou les autres, je ne sais pas si vous voyez, mais sur le site de France Sylva, vous retrouverez cette petite plaquette des 36 idées reçues de la forêt, et qui donne plein de réponses en fait sur des choses qu'on dit et qui ne sont pas forcément justes. Ok, merci. Alors, si les autres intervenants veulent réagir, la parole est libre. Je veux bien rebondir, Anne-Catherine Loisier. Enfin, j'ai déjà un petit peu rebondi dans mon intervention, parce que alors oui, je pense qu'il y a de réels efforts de structuration des petites parcelles à faire, surtout quand on garde à l'esprit qu'on a 2 millions de propriétaires de moins d'1 hectare. Donc oui, il y a des efforts de structuration, mais je dirais attention quand on manipule ces concepts, parce que les enjeux de diversité, les enjeux, enfin, et le problème d'acceptabilité auquel on est confronté aujourd'hui sont quand même bien réels, hein. Les forestiers sont quand même aujourd'hui quotidiennement confrontés parfois à des actes de vandalisme, une violence qui grandit dans ce domaine-là, malheureusement, comme dans beaucoup d'autres, hein, avec des actions d'organisation, soulèvement de la terre et autres. Donc, il faut avancer de manière assez prudente sur ces secteurs-là et certes chercher une optimisation de notre massif forestier pour qu'il réponde aux besoins sociétaux, mais garder à l'esprit qu'on peut pas, il ne faut pas tomber non plus dans une intensification du sujet et vouloir forcément regrouper l'ensemble des petites parcelles. Les petites parcelles représentent aussi des éléments de biodiversité, et comme disait M. Damécourt, on a des propriétaires qui gèrent des petites parcelles, parfois avec des règlements types de gestion. Enfin, il y a des supports et qui le gèrent aussi comme ils ont envie de le gérer, avec des projets personnels et familiaux. Donc voilà, il y a un sujet, mais à manipuler et à appréhender avec discernement. Voilà, parce qu'on pourrait, donner le bâton pour se faire battre d'un point de vue sociétal. En tout cas, c'est un sujet très, très sensible pour les filières aujourd'hui. Merci pour vos réponses. Alors, une question maintenant très, très pratico-pratique. C'est quelles sont les espèces traditionnelles françaises qui sont aujourd'hui totalement condamnées par ce réchauffement climatique? Est-ce qu'il faut en gros plus planter sur notre sol? Qui veut prendre la main? Il faut brancher vos micros si vous souhaitez. Ouais. Je veux bien complètement condamner, en fait. Moi, j'aime bien parler des forêts françaises et pas de la forêt française. C'est-à-dire que la forêt de PACA n'est pas la même que celle de Normandie, et celle du Grand Est n'est pas la même que le massif landais.
Donc, elles sont condamnées. On a des différences de climat sur notre territoire national importantes. Donc, il peut y avoir des migrations d'essence. Après, bon, les scientifiques, mais je laisserai peut-être Nathalie répondre, mais on observe aujourd'hui, vous voyez, l'Office national des forêts dit que 45% des hêtres sont dépérissants en forêt domaniale. Donc, c'est la même chose en forêt privée. Le hêtre, c'est la deuxième essence feuillue en France. Donc, c'est un vrai sujet. La cale à rose sur le frêne, aujourd'hui, on a pensé que certains frênes allaient tenir, mais on se rend compte que de plus en plus, on est inquiet sur le maintien du frêne. On avait eu l'orme il y a quelques années avec la graphiose. Ceci dit, les ormes, ils existent toujours en tant qu'arbustes. Si un jour la graphiose disparaît, on reverra l'orme apparaître parce qu'il est toujours existant. Donc voilà, donc il ne faut pas acheter le bébé avec l'eau du bain. C'est un problème de station et station forestière. La station, c'est la qualité du sol, ça réserve le climat, l'exposition, etc. On parle de station forestière. Et donc il y a des stations qui pourront maintenir telle ou telle essence, d'autres pas. Et puis en fait, on ne sait pas, donc il faut observer, il faut étudier. C'est important d'avoir de la recherche. l'INRAE, l'IDF, enfin tous les organismes de recherche, on en a besoin. Il y a de la recherche et développement est très importante pour nous, les sylviculteurs. Nathalie, est-ce que vous voulez Oui. rebondir sur la question? Oui, en fait, ce qu'on constate, c'est que les différents dépérissements qu'on étudie dans notre équipe depuis plus de 50 ans maintenant révèlent toujours des erreurs de choix d'essence et d'inadéquation entre le contexte stationnel qui vient d'être évoqué et le choix de l'essence. Par exemple, quand on plante des espèces de montagnes en plaine, déjà là, il y a un problème. Donc, plus que le choix de l'essence, ce sur quoi nous insistons, et moi j'ai beaucoup œuvré dans la feuille de route d'adaptation de la forêt au changement climatique sur cet aspect-là, d'abord encourager un bon diagnostic, de savoir dans quel contexte on est aujourd'hui et on sera dans 50 ans, parce que la grosse évolution, on va dire, c'est que la station, elle a toujours été considérée comme quelque chose de fixé, et l'évolution les changements globaux nous ont fait complètement revoir ça, c'est-à-dire qu'il faut aussi projeter les stations, leur fertilité, les propriétés des sols. On se rend compte que les sécheresses extrêmes modifient certaines propriétés des sols. Et donc, les agriculteurs le savent. Et quand je parle de relocalisation, on voit et on va voir apparaître à nouveau de la déprise agricole sur certains sols qui deviennent trop difficiles à valoriser et qui, si on ne fait rien, ce sont les lieux sur lesquels on voit une extension de la forêt française par du recru naturel. Donc, quand je parle de glissement vers différents sols, il y a cette notion-là, premièrement. Et puis la deuxième, c'est aussi le fait que dans un massif forestier, il y a une diversité de potentialités qui correspondent à ces propriétés de sol principalement, ou d'exposition et d'altitude. Et bien dans les meilleurs sols, on pourra maintenir une fonction de production, alors que dans d'autres, on ne pourra plus. Et donc, je suis contente si ma notion de rupture a un petit peu secoué les esprits en disant qu'est-ce qu'elle nous raconte, on ne pourra plus faire de multifonctionnalité. C'est vraiment un gros enjeu de réfléchir quel modèle économique on va mettre dans une forêt dont la rentabilité par la production de bois va diminuer, voire s'annuler, et comment on va financer ces autres services qui aujourd'hui ne sont pas des services marchands et ne tiennent que par des aides publiques. Et ça, pour nous, et nos recherches en économie forestière montrent que ça n'est pas durable dans du très long terme. Merci pour ce complet. Oui. Oui, je veux bien compléter Anne-Catherine Loisier, juste pour insister sur le fait que c'est effectivement le fait qu'on ait adapté les essences à la capacité des stations, c'est un élément majeur, parce qu'en fait, les générations de forestiers qui nous ont précédés ont souvent pas vraiment choisi les essences, c'est-à-dire qu'ils ont planté les arbres
que le marché demandait et se posait pas trop la question, en fait, enfin, moins qu'aujourd'hui, la question de l'adaptation de l'essence à sa station. Et tout l'enjeu maintenant, c'est quand même de discuter avec Laval sur qu'est-ce que pourra produire effectivement en essence notre territoire dans les décennies à venir. Et du coup, est-ce que les outils de transformation sont adaptés? Il va falloir changer un petit peu le logiciel. On aura peut-être moins de chaînes disponibles, en tout cas de moins en moins d'épicéa. Donc comment les scieries et autres et les autres transformations encore plus en aval s'adaptent à un changement des essences. Aujourd'hui, on a beaucoup de réflexions sur les essences que l'on disait accessoires par le passé et qui vont devenir en fait une matière première incontournable pour l'industrie de demain et comment on peut adapter cette industrie à la transformation de cette nouvelle matière première. Merci pour ces éléments. Alors, une petite question aussi pratique pour vous, Nathalie. Il y a un de nos auditeurs qui demande si il est possible de diffuser votre diaporama. Le diaporama que vous nous avez présenté tout à l'heure. J'arrive pas à remettre mon micro. Oui, oui, pas de problème, je vous le diffuserai. Merci beaucoup. Alors, dernière question, parce qu'il nous reste 3 minutes avant de passer la parole à Antoine Jans pour la conclusion. Dernière question et qui a été évoquée par Madame la sénatrice, c'est la question de la transformation qui est posée par un auditeur. En fait, on est un pays qui produit beaucoup de bois et on a l'impression qu'il n'y a plus sur notre sol de capacité de transformation. Et la question qui est posée d'ailleurs vise d'ailleurs les scieries, la présence de scieries sur les territoires. Voilà, qui peut donc très rapidement, parce qu'il nous reste vraiment 2 minutes, qui pourrait répondre à cette question des infrastructures de transformation et notamment des scieries. Moi, je veux bien en dire un petit mot, Antoine Amécourt. Oui, en effet, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, on avait une scierie par canton qui était des artisans. Maintenant, on n'a même plus une scierie par département, c'est des industriels qui se sont concentrés, à juste titre, sur les essences principales, puisque quand vous avez une industrie, vous ne vous posez pas trop la question, vous développez pas forcément le marché d'une essence ou d'une autre. Vous prenez la plus grosse masse et puis vous la transformez, vous la valorisez au mieux. Et voilà. Mais pour ça, il faut arriver peut-être à recréer des petites unités de transformation sur les différentes essences. Pour ça, il faut que les propriétaires forestiers arrivent à loter, c'est-à-dire à regrouper ces essences, parce que l'industriel, il ne peut plus aller chercher un bois par-ci, un bois par-là. Donc, on a un gros travail de réorganisation, mais France Bois Forêt, qui est la filière forêt-bois, qui va du pépiniériste, même jusqu'à la deuxième transformation, est très, très attentive à tout ça. Il faut qu'on arrive à réutiliser tous nos bois et avoir des plus petites, peut-être, unités de transformation. C'est un peu ce qui se passe en agriculture. Aujourd'hui, il y a la vente à la ferme, etc. Parce qu'on s'est dit que la grosse industrialisation, c'était pas forcément la panacée. En tout cas, il faut qu'elle existe, mais il faut aussi recréer autre chose, probablement à côté, et développer. Mais pour ça, il faut que le consommateur consomme du bois et consomme du bois français. C'est-à-dire que si on va chez le roi Merlin pour acheter du pain radiata qui vient de je ne sais où, ben non, il faut essayer de regarder quand on consomme du bois, à ce que ce soit du bois français. Ça aidera les industriels et les sylviculteurs français à produire des bois pour les industriels. Voilà. Ok, merci. Une dernière toute petite question, enfin petite, je sais pas, mais une petite question pour Madame Bredat, pour Nathalie. Trouvez-vous que les actions conduites en forêt, programmées dans les documents de planification forestier, dans les documents de gestion ou encore programmées par les propriétaires ou les opérateurs fonciers, utilisent les résultats des travaux de recherche, notamment ceux de l'INRAE, pour aboutir à une forêt plus résiliente, ou comment mieux les intégrer? Voilà, comment vous pouvez… alors, je suis désolé, en très peu de mots, répondre. En 30 secondes, on fait énormément d'efforts et personnellement, je suis très impliquée dans ce
ce travail de co-construction avec les gestionnaires. J'interviens dans beaucoup de formations, je diffuse mes outils de recherche, sont accessibles en ligne pour tous les gestionnaires forestiers. Je les forme, j'ai fait 3 formations à l'utilisation des outils de calcul de sécheresse cet été pour l'ONF. Je l'ai fait pour le RMTA Force, je le fais pour le département de la santé des forêts. Donc il y a beaucoup d'efforts de transfert. Et pour parler en 2 secondes de la résilience des forêts, on a mis ça très en avant depuis quelques années et on démarre en 2024 un PEPR, donc un gros programme de recherche qui s'appelle Forêt résiliente, justement, qui va être une programmation sur 10 ans de recherche dans le sens d'améliorer la résilience des forêts, dans lesquelles on est en train de solliciter les acteurs pour qu'on co-construise les projets et les questions ensemble et qu'on ne fasse pas de la recherche puis du transfert, mais qu'on co-construise les questions de façon à ce qu'il y ait encore une meilleure appropriation de nos résultats. Merci pour cette réponse très courte. Alors, avant de passer la parole à Antoine Jans pour la conclusion, je voulais d'abord remercier au nom du think tank Territoire et Conscience les intervenants. Merci beaucoup pour vos apports passionnants sur ce sujet qui est un sujet majeur pour notre pays. Vous remercier l'ensemble des personnes qui ont suivi, vous étiez nombreux à suivre ce webinaire. Vous dire que sur le site de Territoire et Conscience et relayé par les réseaux sociaux, vous pourrez justement accéder à la capture vidéo de ce webinaire, donc vous pourrez reprendre le temps de le reparcourir. Et puis, d'ici un mois, normalement, vous trouverez également sur notre site, ce sera relayé sur nos différents réseaux sociaux, les actes complets, c'est-à-dire le script intégral de ce webinaire et les éléments d'information qui nous ont été présentés par l'ensemble des intervenants. Donc, merci encore à tous. Et puis, Antoine, à vous vous avez 3-4 minutes pour dresser un peu une synthèse de ce que vous avez retenu de ces différents échanges. Merci Emma. Écoutez, je souhaite pour ma part également remercier tous les intervenants pour ce sujet, on le sait, passionnant. Et on l'a vu, nos intervenants sont tous des passionnés de la forêt. Chacun à son niveau, chacun avec ses responsabilités et son implication dans les réflexions sur la forêt. Alors, les enjeux, je dirais, connus, anciens de notre forêt, c'est-à-dire une faible exploitation, un émiettement de propriétés forestières, le déficit commercial chronique, les manques de la filière bois, toutes ces questions-là, on voit, on comprend, se retrouvent remises à nouveau en question par les défis nouveaux du réchauffement climatique, dont on voit que tous les intervenants ont été sensibilisés à cette question. Après l'introduction d'Emmanuel Clerget, mon confrère, sur la notion de propriété et de gestion, Nathalie Breda, pour la part scientifique, après nous avoir indiqué qu'il fallait considérer le réchauffement climatique dans un cadre plus important de changements globaux, a mis en avant les conséquences, notamment des stress hydriques, qui rendent nécessaire l'adaptation de la forêt, des essences, des choix, le renouveau donc de choix des essences forestières. D'ailleurs, ce point a été vu également par Antoine Damécourt. De même sur les méthodes de sylviculture qui vont évoluer, qui ont déjà, nous a-t-on dit, dans le temps évolué, qui vont continuer à évoluer. On constate, de manière très positive, que les scientifiques rendent beaucoup de travaux de recherche. Alors, Antoine Damécourt, s'inscrivant dans ces réflexions scientifiques, met en avant la nécessité de réexaminer les usages possibles des 136 essences forestières et de voir si on ne peut pas les utiliser de manière différente ou avec de nouvelles perspectives. Antoine Damécourt a également insisté sur les usages environnementaux et sociétaux qui sont tous compatibles avec les différentes méthodes de gestion forestière et de manière un peu contre-intuitive, même avec les coupes à blanc.
hein. Et par ailleurs, Antoine Démécourt a insisté sur le fait que les propriétaires forestiers eux-mêmes prennent conscience de la biodiversité de leur forêt par le biais de notamment formation. Emmanuel Thienot, mon confrère de Reims, a insisté sur la sous-exploitation, sur les raisons, notamment en raison du morcellement, et Maître Thienot a évoqué les modalités de regroupement de la propriété et des incitations fiscales. Il nous a également ouvert des horizons vers l'Europe, en indiquant que nous pourrions peut-être avoir des démarches vers nos voisins européens. Enfin, Anne-Catherine Loisier, Madame la sénatrice, a reposé le sujet avec la nécessaire adaptation de la gestion forestière. Vous avez insisté sur l'existence en France d'un cadre légal ancien, le Code forestier, et tous les regroupements en cours et toutes les réflexions en cours dans des cadres législatifs et réglementaires, le plan national forêt-bois en réflexion qui nécessite des déclinaisons locales, des adaptations locales. Vous avez insisté, et on le comprend tous, sur la nécessité de gérer les massifs de manière raisonnée, publique, privée. Vous avez insisté sur la notion de défense incendie, des travaux à y réaliser. Et vous nous avez dit, toutefois, qu'il fallait rester prudent sur, je dirais, la grande exploitation, en raison notamment de la nécessaire acceptation par nos concitoyens de ces différentes méthodes de gestion. La multifonctionnalité doit être respectée également, et vous nous avez évoqué les possibles indemnités pour les aménités forestières, notamment en faveur des communes. Voilà un petit peu la présentation, la synthèse de ce que j'ai retenu pour ma part de nos intervenants, de manière un peu succincte, je le reconnais. Pour ma part, je reste optimiste pour le futur de la forêt, tant justement je vois des scientifiques, des décideurs économiques, politiques, des exploitants forestiers, des juristes travailler sur ce sujet. Il y a beaucoup de rapports, il y a beaucoup de propositions et les choses ont déjà changé. Mais la forêt, nous le savons, c'est le temps long. La forêt, il n'y a pas de décision rapide. On comprend que planter aujourd'hui un arbre qui va être récolté dans 3 générations, voire 4 générations, ça suppose une réflexion importante. Alors, pour reprendre le plan de Maître Clerget, je voulais vous faire part donc de 2 propositions. L'une a été évoquée par Emmanuel Thienot dans le cadre du renforcement du regroupement de la propriété. Vous savez tous qu'il y a des droits de préférence, des droits de préemption forestiers. Leur mise en œuvre est complexe et donc on a 2 axes de réflexion. Ne faut-il pas réétudier leur organisation générale, peut-être en les regroupant? C'est une première question. Et je sais qu'il y a des discussions sur le fait de savoir si le seuil actuellement fixé à 4 hectares, en règle générale 3 hectares de manière plus particulière, si ce seuil ne doit pas être rehaussé. Bon, c'est une première réflexion. Les biens sans maître également font l'objet de réflexion pour, même on fait l'objet de réflexion pour raccourcir leur délai d'appréhension. Sur le deuxième plan, celui de la gestion, les entreprises forestières ont besoin d'améliorer leurs approvisionnements et le congrès des notaires de 2018 a proposé un outil nouveau, un bail forestier d'une durée de 18 à 99 ans, où le locataire ou le preneur aurait la responsabilité de la gestion durable du code forestier, déchargeant donc ainsi le bailleur de ses obligations légales, lesquelles seraient donc transférées au preneur. Toutefois, le bailleur pourrait conserver les aménités et toutes les questions relatives à la cueillette, éventuellement à la chasse, la promenade, etc. La mise en place de ce bail forestier est quelque chose de relativement aisé. Il suffit de quelques adaptations pour que
la transparence avec le régime d'exploitation en direct au regard des dispositifs fiscaux puisse être mise en place. Alors, les notaires ont la volonté de continuer à accompagner les propriétaires forestiers, tant dans l'organisation de la propriété, les sociétés, la détention en direct, l'usufruit, que de la transmission. Les notaires participent au regroupement de la forêt parce que la mise en œuvre des droits de préférence et de priorité forestiers est essentiellement réalisée par les études, par nos collaborateurs et par les notaires. Les notaires sont des passionnés également de la forêt et ils sont prêts à se mobiliser pour mettre en place ce bail forestier, outil étonnamment manquant aujourd'hui. Il faut juste un petit coup de pouce des pouvoirs publics pour l'intégrer dans le code forestier. Voilà, encore un grand merci à nos intervenants, un grand merci aux organisateurs du webinaire, merci à tous les participants pour avoir suivi le webinaire jusqu'à sa fin et je cède la parole à Aymar s'il souhaite conclure la conclusion. Juste une petite remarque, désolé parce qu'il y avait encore d'autres questions, on n'a pas pu tous les relayer, donc désolé pour ceux qui ont posé des questions qui n'ont pas pu être relayées. Et puis, juste pour vous faire sourire, c'était pas une question, c'était une remarque d'un de nos auditeurs qui met « Je ne sais pas pourquoi vous m'avez invité à suivre ce webinaire, mais c'était, je vous remercie beaucoup parce que c'était très intéressant. » Et en l'occurrence, je ne vais pas dire d'où il est, mais c'est un directeur départemental des territoires d'un de nos départements français qui par hasard a suivi donc notre webinaire et a trouvé ça extrêmement intéressant. Donc merci à tous nos intervenants et je laisse Philippe dire un petit au revoir en tant que président du think tank. Ouais, pour ma part, c'est un grand merci à nos interlocuteurs qui nous ont amenés sur des réflexions, sur une vision de la forêt, sur l'avenir de la forêt. Et je le disais tout en début, nous avons besoin de notre forêt pour notre survie, parce que la biodiversité, et ça c'est quelque chose que je retiens assez, c'est que finalement même la petite forêt qui est mal exploitée ou pas suffisamment, finalement sert à la biodiversité animale et végétale. Et je crois que c'est notre avenir, la forêt. Merci à tous, merci et très bonne journée.